Merci beaucoup. Je crois que cette question du premium, le groupe Orange la traite, c'est un peu sous l'angle de la responsabilité. Un grand groupe international de communication, par définition, par essence, il est au cœur de toutes les révolutions numériques, mais qui sont évidemment des révolutions culturelles aussi au sens très très large du terme, de ces dernières décennies, puisque évidemment réseau, téléphonie, accès Internet, etc. Ce qui veut dire communiquer, travailler, voyager, se rencontrer, enfin faire tout autrement. Et cela pour un groupe de télécommunications, donc ça veut dire toute une série de responsabilités. D'abord de fournir ce que les gens attendent. D'où je vais passer très vite, mais c'est tous les investissements qui sont naturellement faits pour offrir tous les services, tous les contenus que les gens attendent aujourd'hui. Et puis, je dirais une responsabilité sociétale qui a plusieurs visages. L'un de ces visages, c'est peut-être de réfléchir précisément sur tous ces changements qui sont en train de se passer. Et nous venons de lancer, il y a peu, en lien avec Psychologie Magazine, un Digital Society Forum qui va plusieurs fois par an, enfin l'idée, c'est de faire un peu un débat et mener une réflexion avec toutes sortes d'experts sur ce qui est en train de se passer. Et notre première séance, elle a porté justement sur les liens 2.0 en quelque sorte, tous ces réseaux d'amis, ces liens forts, ces liens faibles. D'ailleurs, une nouvelle sémantique, un nouveau vocabulaire qui est apparu. Et je pense que c'est une réflexion tout à fait intéressante. Et ça, c'est l'expression justement de cette responsabilité. Nous avons l'intention de porter, au fond, la réflexion sur les changements que nous induisons nous-mêmes. Et je crois que c'est peut-être une démarche un petit peu originale. Et puis l'autre responsabilité, c'est un engagement plus directement culturel, mais en même temps très différent de celui qui peut être porté par la fondation, c'est-à-dire quand même à l'intérieur du business et en lien avec l'économie et en lien avec le business. Et il se traduit, il y a deux grands aspects. Le premier, je dirais que c'est le cinéma. Et l'autre, c'est patrimoine, tout à la fois patrimoine et livre. Le cinéma, je vais peut-être pas m'étendre parce que c'est finalement assez classique, mais c'est vrai qu'Orange a toute des chaînes de télévision, et ça veut dire est à l'intérieur de toute cette chaîne vertueuse en France, et d'ailleurs qui fait l'objet aujourd'hui d'un débat très important dans l'Union européenne de comment soutenir un système qui marche, comment soutenir cet audiovisuel et ce cinéma quand même très vivant que nous avons su construire depuis un demi-siècle. Et là-dedans, il y a toutes les obligations qui sont faites à tous les acteurs et bien sûr à tous ceux qui diffusent et qui ont des chaînes de télévision pour participer au financement justement des films. Ça, c'est une chose. Nous avons un studio de cinéma qui a à peu près un catalogue de 1200 œuvres, à peu près de 500 films, et qui produit autour de 15 films par an. C'est un apport également, finalement, à cette industrie. Et on a été coproducteur de The Artist, par exemple. Vous voyez, c'est une grande fierté, où elle s'appelait Sarah, ou encore le dernier de Pléchin. On soutient des festivals, bien sûr, Cannes, l'Alpe d'Huez, etc. Ça, je dirais que c'est le côté cinéma. Et puis, ce qui touche peut-être davantage à l'objet de cette table ronde, c'est le patrimoine, donc. Et là, on a développé toute une politique de partenariat innovant avec des grandes institutions ou des grands événements, où finalement l'idée, c'est ces grandes institutions ou ces événements apportent les contenus et nous apportons les savoir-faire dans une démarche un petit peu de laboratoire, d'incubateur, et en vue de développer la diffusion culturelle, la démocratie culturelle, en partant du principe que le numérique, c'est un outil de démocratisation quand même assez fantastique. Et ça s'est traduit par des partenariats, par exemple avec, je ne vais pas m'étendre trop longtemps, mais Versailles, la visite, mettons, des jardins de Versailles. Alors ça se traduit par des choses technologiques qui sont la 3D, la réalité augmentée, le sans contact, soit que ce soit sur vos propres mobiles, vous pouvez télécharger directement des applications, soit que vous allez sur place et qu'on vous donne en effet un terminal qui va vous permettre ensuite de tout découvrir à mesure que vous avancerez, et où vous pourrez aussi visiter de chez vous
comme c'est le cas dans l'application de Versailles, qui a été téléchargée plus de 100 000 fois déjà aujourd'hui. Et donc on a un partenariat très très fécond avec Versailles. Nous avons, avec toutes les grandes institutions en réalité, j'insisterai plus particulièrement sur le Louvre-Lens parce que ça vient d'ouvrir. C'est déjà un succès considérable, plus de 500 000 visiteurs, sachant que 80% prennent le guide numérique que nous avons mis au point. Sûrement, vous êtes déjà allé à Lens, et c'est quand même assez inouï de se promener, d'avancer, de tout découvrir sur les œuvres et de pouvoir tourner, de voir l'œuvre un petit peu dans tous les sens grâce justement à la 3D. Et il va y avoir encore d'autres innovations, comme de pouvoir faire défiler les collections dans une pièce donnée, pouvoir prendre certaines œuvres et en faire son musée imaginaire. Enfin, il y a toutes sortes comme ça de fonctionnalités qui sont assez étonnantes. L'exposition Dynamo, que peut-être vous avez vu aussi actuellement, qui est très intéressante, moi qui m'a vraiment passionnée. Là aussi, nous sommes partenaires et l'on peut se promener, capter les commentaires, mais aussi poster des photos, des impressions sur un mur dédié qui devient une chose vivante. Bon. Donc je crois que c'est un engagement assez intéressant qui va d'ailleurs jusqu'au point, et là ça intéresserait Gilles Lipovetsky dans son bouquin sur l'esthétisation du monde, qui était très intéressant, jusqu'au point où finalement le numérique devient œuvre d'art. Et à la Cité de l'Architecture, il y a eu une exposition qui s'appelait Empreinte du mouvement. Le mouvement façonne nos villes, et nous avions une sorte d'œuvre qui s'appelait Empreinte du mouvement, où vous pouvez y avoir votre cartographie personnelle, uniquement avec vos déplacements, qui donnaient lieu à des petites montagnes, des collines, des creux, et c'était votre paysage, ce que vous faites le plus habituellement. Donc ça, c'est assez, je crois, c'est assez intéressant aussi. Qu'est-ce que ça apporte ? Eh bien, c'est des espaces d'innovation. Ça donne lieu à des sortes de produits, d'une certaine façon, puisque, par exemple, l'application de Versailles a été ensuite achetée par des villes comme La Ciotat ou comme Sarlat pour permettre la visite de leur propre patrimoine, où évidemment le Louvre-Lens nous a permis au groupe Orange d'être bien positionné dans plusieurs appels d'offres qui ont eu lieu avec les grands acteurs économiques locaux. Donc tout ceci est intéressant. C'est intéressant en termes de marque parce qu'on est partie prenante de grandes aventures culturelles. C'est quelque chose je crois, de très valorisant. Et puis l'autre aspect, je termine là-dessus, c'est le livre numérique. Nous avons aussi un grand engagement dans le livre. Il y a un prix Orange du livre qu'on va remettre ce soir, d'ailleurs, au Lutetia, donc il y a maintenant 5 ans. Mais on a lancé également une communauté qui s'appelle lecteur.com. Déjà 200 000 passionnés qui suivent et qui sont dans cette communauté. C'est un forum de discussion, d'impression, de partage de coups de cœur. On peut aussi avoir accès à près 1200 livres classiques e-book disponibles. Donc c'est une chose extrêmement riche. Un projet avec la BNF pour faire un peu les essentiels de la littérature avec des œuvres enrichies. Nous avons commencé avec un Candide qu'on peut télécharger gratuitement sur son iPad, qui est quelque chose d'étonnant, avec à la fois le texte manuscrit à côté, mais aussi le texte audio, et un vaste projet qui s'appelle MO3T, qui intéresserait ça très directement le développement du livre numérique, qui, vous savez, en France touche à 2% du marché, alors qu'il est à peu près 25% aux États-Unis, et dans lequel nous avons pris l'initiative de réunir à peu près 18 acteurs qui on travaille ensemble, où il y a des grands acteurs numériques comme Didicom, mais aussi les principaux éditeurs, Gallimard, Le Seuil, La Martinière, Flammarion, Editis, etc. Et les libraires, car notre projet, c'est aussi d'essayer de donner une place aux libraires. Le syndicat de la librairie, notamment, s'y trouve, ainsi que des libraires indépendants comme la Procure. Et nous essayons de construire un modèle ouvert qui vous permettrait, je sais pas, d'aller chez un libraire, d'acheter un livre physique, mais aussi sa version numérique, de pouvoir aussi acheter d'autres ouvrages épuisés. Et ensuite, le livre numérique que vous avez acheté, ce droit à lecture, pouvoir le transférer, pouvoir en faire cadeau, pouvoir, quel que soit, même si vous changez de mobile, même si vous changez de terminal, même si vous changez d'opérateur, parce que votre droit est situé dans le cloud, ce fameux cloud, sachant que l'opérateur devient un tiers de confiance ou une sorte de gestionnaire de données. Voilà. Et nous travaillons en ce moment. Il y a déjà SFR aussi, pour dire que c'est pas
que l'entreprise Orange. Nous voulons construire un modèle le plus ouvert possible et nous essayons d'attirer un partenaire européen pour lui donner une dimension européenne. Voilà. Donc tous ces projets, c'est pas le cœur, évidemment, ce n'est pas ça qui fait le chiffre d'affaires d'Orange aujourd'hui, bien sûr, mais ce n'est pas sans lien avec les développements économiques possibles. C'est une attitude, je dirais, c'est une approche de moyen et de long terme par rapport à une approche de très court terme qui est le temps de l'entreprise. Et voilà, c'est intéressant et nous le portons avec force. Merci beaucoup, Madame la Ministre.